Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire de votre JT du lundi 11 mars, la glacière d'Etel soutenue par le loto du patrimoine. Le site morbihanais fait partie des 18 monuments sélectionnés. Le jeu de hasard permet pour la deuxième fois d'aider à la restauration de lieux emblématiques. La pêche aux truites et au saumon est ouverte depuis ce samedi. Les niveaux d'eau et les conditions météo étaient bons pour cette reprise. Malgré tout, dans le pays de l'Orient, les pêcheurs s'inquiètent de l'installation de nouvelles centrales hydroélectriques. Nous retrouverons aussi dans cette édition Hervé Chambonnière. Bonjour Hervé. Bonjour. Et avec vous, nous reviendrons sur l'assassinat de la famille Troadec. L'instruction se poursuit et mardi matin, les autorités et le meurtrier présumé seront à Pont-de-Buis. Oui, il s'agit du lieu où les 4 corps ont été démembrés il y a tout juste 2 ans. Eh bien, nous reviendrons avec vous sur cette affaire dans un instant, Hervé. Et pour débuter cette édition, retour sur la manifestation des Gilets jaunes à Quimper ce samedi. Des heurts ont de nouveau éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants. 2 vidéos diffusées sur les réseaux sociaux font polémique. On y voit des policiers frapper un gilet jaune et écraser une paire de lunettes. L'auteur de ces vidéos, Marc, un Quimpérois, suit la mobilisation depuis plusieurs mois. Frédéric Lorenzon l'a rencontré. La vidéo a déjà été vue des dizaines de milliers de fois pendant le week-end. L'adolescent, cerné par une dizaine de gendarmes, saute dans l'Audet. La scène a eu lieu en fin de manifestation samedi après-midi à Quimper. Le jeune est finalement sorti avec l'aide d'un gendarme quelques minutes plus tard, mais dans une eau à 10 degrés, le drame a été évité de justesse. L'homme qui a filmé cette scène, le voici. Marc promène sa caméra sur les manifestations de Gilets jaunes dans toute la Bretagne depuis le début du mouvement pour dénoncer les mauvaises pratiques des forces de l'ordre. Moi, ce qui me motive, c'est justement de montrer ce qu'on ne voit pas à la télé. Parce que moi, quand je suis les manifestations et que je regarde les infos, pour moi, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'aux informations, on voit que les manifestants faire de la violence, on voit jamais les policiers. Autre image choquante, captée par Marc samedi à Quimper, ce gendarme piétinant les lunettes du manifestant qu'il venait d'appréhender avec ses collègues. Ses lunettes étaient tombées par terre, je crois qu'il dit il y a mes lunettes ou autre, et puis le gendarme, il dit tiens tes lunettes, enfin, il les a écrasées en fait, et voilà, et ils sont partis. Donc là j'ai trouvé ça un peu gros quand même. Portant toujours le même blouson bleu sur les manifestations, Marc est devenu lui-même une cible. C'était le 17 février dernier à Nantes. Un tir de LDB, lanceur de balles, le touche à l'abdomen. J'ai levé mes mains en fait pour filmer, et 4 secondes plus tard, j'ai reçu une violente douleur à l'abdomen. Ça m'a coupé le souffle, je suis tombé à terre. On m'a évacué à l'Estrid Médic, et là j'ai compris que j'avais pris un coup de LBD. Et je ne bougeais pas, j'avais les mains en l'air, j'étais bien visible avec mon blouson toujours et mon casque photo. Donc pour moi, c'était clairement visé. Marc l'assure, il sera de nouveau sur les manifestations de Gilets jaunes, même s'il admet que le mouvement perd de l'intensité. Selon lui, en revanche, la pression policière se durcit. Et bonne nouvelle pour la glacière d'Etel dans le Morbihan. Le site construit en 1946 a été retenu pour la 2e édition du loto du patrimoine. L'argent récolté va servir à transformer le lieu en musée d'étonniers avec un bar à plancton et un office de tourisme. Une hydrolienne et des panneaux solaires seront également installés. Le chantier devrait coûter entre 2 et 3 millions d'euros. Ce coup de pouce est donc le bienvenu. Écoutez la réaction du maire de la commune au micro d'Adelin Poyot. C'est une joie immense, parce que ça ouvre des portes considérables à notre région. C'est aussi la dernière glacière du Morbihan, et pour laquelle un destin n'était pas écrit comme on l'envisage aujourd'hui. Il était à un moment question de destruction. Et c'est important, 2 choses essentielles pour le développement économique du Morbihan et de la Bretagne. Une vitrine du grand site dunaire. Et également, si nous pouvons également, et là ce sont des choses qui doivent encore se discuter et évoluer, et aussi une vitrine des mégalithes. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est le moment de retrouver votre chronique Toute Image La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Il y avait une Bretonne à bord du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasée dimanche près d'Addis Abeba en Éthiopie. Sarah Offret, originaire de Kérien, était en route vers Nairobi pour y parler d'un projet de nettoyage des mers au nom de l'association AECO pour laquelle elle travaillait et pour laquelle elle était déjà partie au Japon, en Antarctique et en Norvège. Le crash a fait 157 victimes, dont 8 Français.
Opération de sauvetage dans le golfe de Gascogne ce lundi, à environ 250 km au sud-ouest de la Bretagne, où un roulier italien de 214 mètres est en feu. Les 26 membres d'équipage et le passager présent à bord ont abandonné le navire et ont été recueillis par un navire de la Royal Navy. L'Abeille Bourbon, en veille à Ouessant, est arrivé sur zone en fin de matinée et a pu commencer immédiatement l'arrosage du navire. Sprint final pour le chantier de rénovation du Grand Hôtel Barrière de Dinard. Entamé en novembre et mené tambour battant par 110 ouvriers à pied d'œuvre 6 jours sur 7, les travaux visent à redonner au palace, autrefois fréquenté par Victor Hugo, Churchill ou Picasso, son lustre d'antan jusqu'au plafond recouvert de feuilles d'or. Réouverture prévue le 12 avril, chambre le week-end à partir de 300 € quand même. Soyez les bienvenus. Plusieurs milliers de personnes ont assisté ce week-end au 3e Riding Indoor Show, le rendez-vous annuel des amateurs de glisse urbaine au Capucin à Brest. Roller, skate, trottinette, parcours et BMX étaient au menu de ce qui est devenu le plus grand rendez-vous du genre dans le Grand Ouest. Enfin, c'est encore nous. La Bretagne est première région de France où il fait bon vivre selon le dernier baromètre des territoires. 75% des Bretons le pensent et 47% espèrent y voir grandir leurs enfants, même si l'étude pointe les fins de mois difficiles et les transports en commun insuffisants. La Bretagne est même la seule région à laquelle les habitants se disent plus attachés qu'à la France. Et l'un des événements du week-end, c'était l'ouverture de la pêche pour les plus de 21 000 pêcheurs du Finistère et du Morbihan. Dans le pays de l'Orient, la décision d'installer de nouvelles centrales hydroélectriques sur le Blavet inquiète les amateurs de truites et de saumon. Xavier Patrijon les a rencontrés ce week-end. Dès samedi matin, les détenteurs d'une carte de pêche ont pu se retrouver au bord des cours d'eau de première catégorie pour pêcher la truite et le saumon dans des conditions plutôt favorables. Le niveau d'eau est bon, tout comme la température, alors ces zones aquatiques sont prêtes à accueillir les 15 000 pêcheurs inscrits dans le Morbihan. Et ils ont l'œil sur leur ligne, mais aussi sur l'environnement. Il faut voir que les pêcheurs, ça reste globalement les premiers enquêteurs de terrain quand il s'agit de défendre les milieux aquatiques et de dénoncer que ce soit l'effet de pollution ou l'effet de dégradation du milieu. Et nos structures aujourd'hui représentent un réel atout, notamment pour les collectivités, en termes de protection des milieux aquatiques. Si bien que dans le pays de l'Orient, sur les bords du Blavet, l'ouverture de la pêche est entachée par un projet d'installation de 2 nouvelles microcentrales hydroélectriques. Il y en a 11, très souvent équipées de turbines Kaplan qui tuent énormément de petits poissons qui retournent à la mer. Et on veut nous en installer 2 autres qui seront ichthyo-compatibles, c'est-à-dire qui ne tuent pas normalement les poissons. Elles ne vont tuer globalement que 3%. Mais celles qui existent déjà, le cumul de celles qui existent, en détruit certainement plus de 50. Et aujourd'hui, on est à un seuil, à limite de seuil pour le saumon. Et nous, on est pour des énergies renouvelables, mais surtout pas celle-là, sur une rivière où il y a 800 saumons par an. Pour le moment, les associations de pêche souhaitent engager la discussion. On demande avant, nous, à Lorient Agglomération, de racheter les barrages qui existent déjà, qui sont équipés de turbines Kaplan, elles qui tuent donc 50%. Et quand ils auront racheté ça, ils les transforment en ichthyo-compatibles et après on discute. Mais d'ici là, plus une centrale supplémentaire, quelle que soit sa mortalité, sur le Blavet. La APPMA du Pays de l'Orient appelle les pêcheurs à se mobiliser auprès des 2 barrages concernés à la rencontre des usagers et des saumons. Retour sur un fait divers maintenant dans ce journal. Il y a plus de 2 ans, la famille Troadec était assassinée dans son pavillon d'Orvaux. Un fait divers dont nous reparlons avec Hervé Chambonnière. Hervé, dans un instant, vous allez nous parler de la reconstitution qui va se dérouler ce mardi à Pont-de-Buis. Mais juste avant, nous allons regarder un rappel des faits avec Sophie Lecroisier. Le 16 février 2017, Pascal, Brigitte et leurs 2 enfants, Sébastien et Charlotte Troadec, disparaissaient dans leur pavillon d'Orvaux en banlieue de Nantes. L'alerte est donnée le 23 février 2017. La police retrouve des traces de sang dans la maison des Troadec. L'affaire de disparition tourne au crime. Une enquête est ouverte. Le 1er mars 2017, un jean et la carte vitale de Charlotte Troadec sont découverts à Dirinon. La famille est originaire du Finistère. D'autres objets appartenant aux Troadec sont très vite retrouvés sur place, non loin de la ferme d'Hubert Kawissin, le beau-frère de Pascal Troadec. Le lendemain de ces découvertes, Hubert Kawissin et sa compagne Lydie Troadec, sœur de Pascal, sont placés en garde à vue. L'ADN du beau-frère a été retrouvé dans la maison de la famille Troadec. Le 4 mars 2017, Hubert Kawissin passe aux aveux. Un conflit d'héritage de pièces d'or non partagées l'aurait poussé à vouloir espionner les Troadec chez eux. La soirée du 16 février 2017 aurait alors tourné à l'horreur.
Hubert Kawissin et sa compagne sont mis en examen et écroués. Des fouilles sont menées dans la ferme d'Hubert Kawissin, à Pont-de-Buis. Des restes humains des 4 membres de la famille Troadec sont découverts. Les recherches sont stoppées. Depuis 2 ans, Hubert Kawissin est incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes. Lydie Troadec a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire. Alors Hervé, on le voit, l'affaire continue. Que va-t-il se passer demain à Pont-de-Buis, à côté de Châteaulin? Une reconstitution des faits, c'est cela? Oui, en partie. Hubert Kawissin va devoir rapporter avec précision comment il a fait disparaître les corps de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec en mars 2017. On sait que le démembrement des corps avait pris près de 3 jours. Hubert Kawissin dit les avoir enfouis dans la boue, au bord de l'Aulne, en contrebas de la propriété de 32 hectares qu'il avait acheté en 2015 et où il vivait reclus avec sa compagne Lydie et son fils. Cette reconstitution pourrait également permettre de mieux cerner le rôle de Lydie, qui a toujours nié avoir participé au crime. Alors que nous a appris l'enquête qui est menée depuis maintenant 2 ans? Alors, 1, la piste du trésor familial soi-disant volé par les Troadec au détriment de Lydie Troadec, la compagne de Pascal Kawissin, ne mène nulle part. Les enquêteurs n'ont rien trouvé. 2, les seuls éléments permettant d'expliquer le quadruple meurtre et l'acharnement à faire disparaître les corps ont été apportés par 2 expertises, psychiatriques et psychologiques. Elles concluent à un délire paranoïaque d'Hubert Kawissin, que le trésor ou le projet d'éliminer les Kawissins pour profiter de ce trésor ait été réel ou pas, Hubert Kawissin en était convaincu et cela aurait guidé le passage à l'acte. Est-ce que c'est suffisant pour balayer la thèse de la préméditation? Non, la défense de la famille Troadec a demandé une contre-expertise dont on attend les résultats, mais c'est surtout l'analyse des gouttes de sang trouvées dans la maison d'Orvaux qui devrait dire si le scénario très longuement décrit par Hubert Kawissin est conforme à la réalité ou pas. Cette analyse dont rien n'a filtré jusqu'à présent, a été communiquée au magistrat instructeur. Elle sera déterminante pour la reconstitution du quadruple meurtre programmé le 29 avril prochain à Orvaux. Eh bien, merci beaucoup Hervé pour ces explications et on va continuer évidemment à suivre cette affaire avec vous sur le Télégramme et sur nos antennes. Merci à tous d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Ce soir, dans votre magazine Multisport, Laurent Villebout reçoit Christian Pasquier, le président du CEP Lorient Basketball. La première phase du championnat de N1 s'est achevée ce week-end. C'est donc le moment de faire le point. Vous le retrouvez à 19h15 et à 23h15 et puis en replay, bien sûr. Nous, on se retrouve demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes. À demain.